Très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver en ce dimanche pour la rétrospective de la semaine. Ce dimanche, j'ai le réel plaisir de recevoir une grande dame, une élite de mon pays, Madame Princesse Adèle Kahinda, comme elle aime qu'on prononce vraiment avec l'accent. Voilà, avec elle, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine. Mais avant de commencer, nous allons lire pour vous le communiqué de l'état-major général des FARDC. Lancé depuis le 30 octobre 2019 à Béni, les opérations d'envergure destinées à éradiquer de manière définitive les groupes armés terroristes actifs à l'est de la RDC se poursuivent inexorablement et enregistrent de plus en plus de succès. Grâce à ces opérations menées avec professionnalisme et circonspection, les forces loyalistes ont une ascendance avérée sur les forces négatives. Au Grand Nord, les FARDC ont conquis et contrôlent ce 7 novembre 2019 une partie de Mayangosé, localité à partir de laquelle l'ADF orchestrait des atrocités et des assassinats contre les habitants de la ville de Béni. Ces opérations ont en outre abouti à l'arrestation à Karouramba, localité située à 7 km au nord de Butembo, de Madame Vénérandé, épouse du sinistre Issa alias chauffeur, sujet tanzanien, gourou et chef de l'ADF MTM. Opérant avec détermination, les FARDC ont neutralisé 28 rebelles, dont 19 capturés à Kisala, localité située à plus ou moins 10 km de Butembo, au Nord Kivu. Aujourd'hui, 9 novembre 2019, dans la localité Makoka, groupement Binza en territoire de Rutshuru, les FARDC ont neutralisé le général FDLR Moussa Bimana Juvenal, alias Jean-Michel Africa, commandant des FDLR Rude, avec ses 4 gardes du corps. À Nyongera, toujours dans les territoires de Rutshuru, les FARDC ont dans la foulée mis la main sur Madame Nzingire Kanozire Fifi, qui transportait une importante quantité de munitions en vrac de Kalachnikov, ainsi que 2 tenues de la garde républicaine. Nos forces ont, dans les mêmes circonstances, récupéré 15 Kalachnikov, des mortiers, 60 avec 2 bombes et un M16 dans la localité Ngesha, en territoire de Massissi. Le même élan victorieux est observé dans les opérations Sukola 2, Nord-Sud Kivu et Sud-Sud Kivu. En effet, le 2 novembre 2019, les FARDC ont mis hors d'état de nuire 7 miliciens et récupéré 4 armes AK-47 dans la localité de Kawera, en territoire de Fizi. Grâce à leur combativité, les unités FARDC ont saisi plusieurs munitions de différents calibres et des effets militaires. À Kalemi, en province de Tanganyika, grâce à la pression militaire exercée de manière professionnelle, on assiste à un véritable festival de reddition. Aujourd'hui, certaines armes jadis prises à la MONUSCO par les Maïmaï en date du 18 mai 2018 à Kabeamaï, en territoire de Nyunzu, ont été récupérées par les FARDC. Les forces armées de la RDC saisissent cette occasion pour réitérer leur main tendue à l'endroit des groupes armés qui doivent sans délai déposer les armes, faute de quoi ils seront contraints par la force, car ils n'ont aucune possibilité de nous résister. Enfin, les FARDC saluent la solidarité et le patriotisme manifesté par la Lucha, qui s'est illustré dans la localité de Ouacha par des dons en nature, acte hautement apprécié et qualifié d'effort de guerre par les forces loyalistes. L'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo assure que dans la conduite de toutes ces opérations, les FARDC respectent le droit de l'homme, le droit international humanitaire, les règles d'engagement et elles restent déterminées à protéger la population congolaise jusqu'au sacrifice suprême. Fait à Kinshasa le 10 novembre 2019, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, Kasonga Sibangu Léon Richard, général-major. Alors, madame, je crois que vous avez une idée pour vous. Quelle est votre première impression de ces victoires de nos forces armées à l'est de la RDC? Nous saluons cette force qui nous rassure, parce que pour moi, je me dis toujours que la sécurité dans notre pays est même un gage pour le développement de notre pays. D'autant plus que quand il y a l'insécurité, c'est une démobilisation de nos populations pour que cette population puisse effectivement s'investir dans des travaux champêtres, puisse vaquer à ses occupations quotidiennes. Et quand notre FARDC peut remporter des victoires ainsi, nous voulons que
cela continue, que ça ne soit pas pour un temps et par après que les forces négatives viennent encore récupérer le terrain. Madame Princesse Adèle Kainda, vous êtes de l'AFDC de Bahati. AFDCA. AFDCA Oui. de M. Bahati. Comment ça se présente? Est-ce qu'on nous a dit, nous avons fini qu'aujourd'hui vous êtes très affaibli, hein, même à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Comment ça se porte le parti, l'AFDCA? En tout cas, AFDCA comme regroupement politique, nous sommes en train d'évoluer normalement, malgré le combat, malgré le complot qui nous est infligé et que nous nous disons que, vous savez que quand vous êtes combattu, c'est-à-dire que l'adversaire évalue en vous que vous êtes une force. Parce que si vous ne représentez pas cette force, personne ne pourra venir vous indigner. Pour votre petite histoire, AFDC, c'est un regroupement politique qui a été créé depuis le 18 mars 2018 à Rotana. Pour les élections, c'était qui regorge 31 partis politiques. Ce qui veut dire que AFDC a existé avant les élections. Pourquoi? La réponse est simple. Parce que notre regroupement a voulu être en ordre avec nos différentes lois qui nous régissent. Madame, nous courons derrière les temps, une question assez personnelle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que M. Bahati vous a sacrifié, entre guillemets, parce que j'ai posé la question, hein, moi, avant de vous recevoir, on essaie d'avoir les autres sons de cloche. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que M. Bahati vous a sacrifié pour son combat à lui? Aujourd'hui, il n'y a pas de ministre à FDCA de Bahati, aujourd'hui, il n'y a pas de... à l'Assemblée nationale, dans les commissions, vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas l'impression qu'il vous a sacrifié pour son propre combat? Non, non, il ne nous a pas sacrifiés parce que nous avons une grande vision pour notre pays, pour notre société, le bien-être du peuple congolais. Et ministre et commission, ça vient avec la moisson que nous avons pu aux élections. Ce qui veut dire que si nous n'avons pas eu ça, on nous a arrachés. Ce n'est pas dire qu'il nous a sacrifiés. Il savait, nous sommes allés aux élections avec notre vision du regroupement AFDCA sur le bien-être du peuple congolais. Non, les autres ont triché, en fait. Hein. Ils ont triché. Mais ils ont triché parce que la loi électorale, cette loi électorale trouve son fondement dans la constitution de notre pays, à son article 101, en disant les candidats qui doivent se présenter aux échéances électorales se présentent soit dans les regroupements ou sur les listes de partis politiques ou en indépendant. Et nous sommes allés sous le label AFDCA. Comment se fait-il que, vous savez qu'avant d'aller aux élections, ce n'est pas quelque chose qui arrive automatiquement comme ça, il y a tout un processus. Il faut élaborer les listes, il faut aller déposer des candidatures. Vous êtes sur AFDCA. Vous êtes proclamé par la CENI, AFDCA. La Cour constitutionnelle rend les résultats définitifs. Vous êtes AFDCA. Et par après, vous quittez. Ce qui veut dire, vous n'êtes pas intègre. Nous allons commencer, mesdames et messieurs, par un dossier tout à fait social, en tout cas, par les Wewa qui font l'actualité depuis quelques temps ici à Kinshasa et aussi à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Nous allons avoir l'entretien du gouverneur, du numéro 1 de la ville, Gentini Ngobila, avec ces Wewa. Et nous avons tendu notre micro à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, pour qu'ils nous donnent un peu leur point de vue par rapport à ces chauffeurs à deux roues. Les gouverneurs de la ville de Kinshasa a rappelé aux conducteurs de taxi-moto les instructions qu'ils sont tenus de respecter. Il faut qu'on souka na commerce. Et ça, boya, à l'une commerce, mosuki, côté boya, anga bomsusu, beaucoup maté, il faut qu'on respecte mibeko wana. Wewa, il faut qu'on respecte le code de la route. Parce que, l'accident est au salma mingi, il y a des motos,
batope baza okufa mwa mingi esengeli ko réglementer yango wewa esengeli ko respecter nombre ya ba clients oyo bozali ko mema. Jean-Tiningo Bila promet d'interdire les taxis-motos dans la ville s'ils s'entêtent à ne pas respecter les lois du pays. Toko interdire makambo ya bawewa soki mbeba eleki mingi mburamatari tokozwa décision ya koboya mosala ya wewa. Les chefs de la police nationale congolaise, les généraux Kassongo, invitent les motards à ne pas se faire justice par eux-mêmes. Signalant que le gouverneur de la ville a ordonné à tous les motocyclistes taximens à se faire enregistrer auprès du ministère provincial de transport. Les motocyclistes ont décidé de se faire justice par eux-mêmes en cas de la mort de l'un de leurs à la suite d'un accident de circulation ou d'un malentendu. Ils brûlent les véhicules concernés. De ces faits, les Quinois condamnent ces actes violents d'autojustice. On ne peut pas vraiment encourager à nos collègues de se faire justice eux-mêmes. À mon avis, ils ont mal agi. En même temps, Sewewa conseille à ses collègues de se tourner vers la justice pour résoudre leurs problèmes. Nous avons vu le policier qui a tiré sur un Wewa. Le procès a été public. Il a été condamné à la peine capitale. Vous comprenez? C'est pour dire qu'il faut faire confiance à la justice. Ces messieurs, lui, pensent que les motocyclistes doivent se conformer au code de la route et respecter les agents régulateurs de la circulation routière. C'est à eux de savoir comment circuler. C'est à eux de savoir comment. Donc ils conduisent de manière un peu déplorable. Rappelons que les derniers cas remontent de ce lundi 3 novembre dans la commune de Mongafula, où les Wewa ont brûlé un camion en provenance de Loufou qui a tué l'un de leurs compagnons et une passagère en le percutant. Madame Kainda, est-ce que ces Wewa sont-ils des hors-la-loi selon vous? Parce que vous êtes député, c'est là où les lois sont édictées. Est-ce que ces gens sont des hors-la-loi aujourd'hui? Vous les considérez comme tels? Bon, il faut d'abord avouer que les initiatives sont bonnes. Mais il revient à l'État de pouvoir les canaliser. Parce que vous savez que ces Wewa sont en train de conduire, il y a d'autres qui ne connaissent même pas le code de la route. Moi, je suis une conductrice. J'avais suivi d'abord la formation à l'auto-école de la Gombe et je sais comment conduire. Mais les Wewa, on devait aussi le prendre pour d'abord le former. Genre donc, renforcement de capacité. Renforcement d'abord partie théorique et puis pratique. Parce que tels ils conduisent et des fois ils sont surpris après avoir posé l'acte. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas informés et ils ne réalisent pas l'acte qu'ils posent après avoir posé cet acte. Donc pour moi, je vais encourager à la province de pouvoir les organiser par quartier ou par commune, qu'on puisse les recycler et de pouvoir maintenant passer à un test et que ça s'organise comme je vois. Permis de conduire. Permis de conduire, ça s'est fait. Il y a parmi nos pays voisins que moi j'ai vu, c'est bien organisé avec numéro d'immatriculation, avec leur casque. Sans casque, tu ne peux pas conduire, tu ne peux pas prendre plus de 2 personnes. C'est vraiment organisé et ils le font bien. Je pense qu'ici aussi, il faut le faire. Parce que si on prend une décision en disant qu'on va leur interdire, il y a... Ça, c'est trop pour vous? Non, parce que je vois... Parce qu'il a dit s'il y a trop de méfaits, il y a la population de Kingasani dans la périphérie, là, où quand ils prennent le bus, les gens descendent, mais pour arriver dans les recoins là-bas, les gens ont des problèmes. Les gens de moto leur facilitent le déplacement. Donc moi, je pense que il faut vraiment un recyclage. Est-ce qu'on ne peut pas, comme l'a dit le gouverneur, leur interdire l'accès au centre-ville et les laisser dans le périphérie? Parce que peut-être avec les grandes artères, ils ne parviennent pas à bien gérer, avec les véhicules, les motos et tout ça. Doit-on les laisser simplement dans les périphéries de Kinshasa? Oui, mais parce que quand si jamais ils peuvent être recyclés, ils peuvent commencer maintenant à l'intérieur
et maintenant dans les centres-villes, question qui puisse aussi s'accommoder. Et donc, en premier lieu, on peut aller à 2 niveaux. Donc, et le recyclage, et les laisser d'abord dans... Moi, je suis allée au Burkina Faso. Il y a beaucoup de motocyclistes au Burkina Faso, mais il n'y a pas tout ça. C'est une question de mentalité aussi, ou quoi, ou c'est une question de comportement, parce qu'on a dit ici que ces Wewa se font justice eux-mêmes. Quand il y a un problème, ils brûlent, tout ça. Et ce n'est pas une question de comportement aussi de ces Wewa. Non, les Wewa, parce qu'ils ont commencé dans l'informel. Il n'y a pas eu une politique d'accompagnement par l'État, et ils pensent qu'ils sont en train de se comporter parce qu'ils transportent les gens, personne n'a des instructions à leur donner. Parce qu'il faut savoir, ils ont commencé par où pour arriver ici. Donc moi, j'ai dit, le pays, j'étais dans une mission parlementaire au Rwanda. Vous arrivez là-bas, c'est bien organisé. Je pense que si nous le faisons aussi ainsi, ils peuvent encore nous rendre service. Et la loi, vous êtes député national, est-ce que vous ne pensez pas apporter une loi pour réglementer ce secteur-là? C'est comme, bon, ils nous aident, hein? Oui, c'est-à-dire que c'est comme ici, ils sont venus se greffer sur une loi qui existait, mais qui n'est pas... c'est quelle loi? Qui n'est pas accommodé à eux. Parce qu'aujourd'hui, si nous disons sur le code de la route, à son temps, qui pouvait imaginer que les Wewa pouvaient conduire, vous voyez. Et c'est-à-dire pour eux, c'était seulement soit les véhicules, soit donc la loi sur le transport, la loi sur la voie de communication. Cet élément n'était pas inséré. Je pense que nous devons maintenant adapter à cela. Vous devez l'adapter. Avant que peut-être nous puissions voter cette loi, il faut que les mesures réglementaires puissent arriver à résoudre ces problèmes. Nous allons continuer, mesdames et messieurs. Nous allons aller à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Comme vous le savez, le ministre de l'Intérieur, Dolly Makambo, n'a pas été suspendu par ses collègues. En tout cas, il continue son travail jusque peut-être au procès. Et nous allons avoir la réaction de Presse Mpengue par rapport à ce dossier. Alors que l'Assemblée provinciale de Kinshasa votait pour le maintien en fonction du ministre provincial de l'Intérieur et que la Haute Cour continue à instruire sur le dossier du meurtre de l'AG de l'hôpital Vijana, le président de l'ADD Congo a une autre lecture sur ce qu'on appelle désormais affaire Dolly Makambo. Aujourd'hui, nous pouvons aisément dire que l'État n'existe plus, ou son autorité. Parce que l'État a ce qu'on appelle, c'est le max, et les autres, les monopoles de la violence légitime. Et quand on voit que les policiers censés sécuriser se transforment en des assassins, c'est inquiétant. Et qui est censé diriger ces policiers, c'est l'État. Ceci veut dire qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. Prince Penge, qui ne veut pas substituer au juge, appelle plutôt à des sanctions sévères contre les auteurs de ce meurtre. Je ne parle pas de Dolly Makambo. Il ne me conduisait pas sur cette voie, d'autant plus que sa responsabilité doit être établie et Prince Penge n'a pas qualité à établir cette responsabilité. Sa responsabilité politique ou juridique est-elle engagée? Ça, sous instances qui en ont la compétence de déterminer. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les auteurs de ces actes doivent, lors d'un procès que nous voulons juste, soient sanctionnés. Ces cadres de la Mouka souhaitent voir l'État congolais jouer pleinement son rôle dans la protection des personnes et de leurs biens. Nous étions réunis aujourd'hui pour entendre le ministre Dolly Makambo. Nous nous sommes rendus compte qu'il est toujours en détention. La justice est au-dessus de tout le monde dans ce pays. C'est ainsi que l'Assemblée provinciale vient de prendre une seule décision,
c'est de laisser la justice faire son travail. Et c'est quand la justice va se prononcer que l'Assemblée va tirer toutes les conséquences. Madame Kainda, bien qu'on dise comparaison n'est pas raison, mais sous d'autres cieux, quand vous êtes cité dans une affaire, que vous soyez coupable ou pas, on commence d'abord par démissionner pour laisser libre cours à la justice de travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, Doli Makambo, en tant que ministre provincial de l'Intérieur, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu conflit pas de sorte d'influence sur le jugement? Bon, c'est quand même triste de voir que la vie d'abord est sacrée. Et tel que l'affaire s'est passée, pour moi, je me dis que nous avons toujours dit que la justice élève une nation. La justice élève une nation. Nous sommes en train de demander dans nos instances, des cours et tribunaux, vraiment de rendre la justice aux justiciables. Parce que tout le monde en parle. Et je trouve sage la décision de l'Assemblée provinciale en disant qu'on laisse d'abord la justice faire son travail. Parce qu'il y a séparation des pouvoirs. Nous avons confiance en cette justice. C'est après quand on aura rendu les jugements que nous aurons des commentaires à faire. Mais comme comme l'affaire est en instruction, Mais c'est ça, mais il pouvait, par lui-même, c'est vrai qu'on n'a pas cette culture de démission, oui. Mais il aurait pu démissionner par lui-même pour laisser libre cours à la justice du travail. C'est pas notre culture, je le redis, les gens ne démissionnent pas, oui. Mais on a l'impression qu'il va peser sur les députés provinciaux, parce que les députés provinciaux ont voté pour sa continuité, alors les gens, vous savez comment les Congolais sont, donc il y a eu pression, il y a eu des enveloppes qui ont circulé, comment les députés provinciaux peuvent le laisser travailler et tout ça. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression qu'on vous salit un peu trop, vous aussi, les députés, que ce soit nationaux ou que ce soit provinciaux, quand il s'agit de dossiers comme ça? C'est pour cela que nous devons assumer toute notre responsabilité en toute âme et conscience. On ne peut pas aller loin de l'intégrité. Vous savez que l'intégrité, c'est une vertu qui doit être une obligation dans le monde politique. Parce que nous avons plusieurs définitions. Moi, je vis l'intégrité vraiment d'une façon très élémentaire. Pour moi, je me dis, ce que je dis, c'est ce que je fais. Ce que je fais, c'est ce que j'assume. C'est-à-dire, je ne peux pas penser autre chose, je dis autre chose et puis je fais autre chose. Il doit y avoir une jonction d'idées entre ma pensée, ma délibération, ma décision et mon exécution. Madame Kainda, cela relève aussi une autre problématique, c'est le port des armes par les policiers. Vous avez dit vous-même, la vie est sacrée. En une fraction de seconde, cet âgé a perdu la vie parce que ce policier, selon certains, il a tiré malencontreusement, tout ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle, le courroie de sécurité. C'est ça, cette problématique de port d'armes des policiers. Est-ce que les policiers en ville doivent-ils avoir des armes? Les policiers, avec notre environnement politique, nous pouvons répondre oui et non. Mais c'est une question que eux doivent maintenant savoir que nous sommes là pour protéger le bien et la population. Ce qui veut dire que je suis toujours en train de me dire que est-ce que tout en étant policier, on sait quel est le rôle qu'on doit assumer? Parce que si on le sait, on le fait sans qu'on puisse être derrière vous. Ce qui se passe parce que ailleurs, quand vous trouvez un policier, c'est-à-dire vous vous dites maintenant je suis en insécurité et je suis en sécurité. C'est pas notre cas. Mais il ne faudrait pas que quand vous rencontrez un policier et que même si vous ne le déclarez pas, dans votre intérieur, vous êtes en train de chercher voies et moyens de pouvoir fuir en vous disant que maintenant je suis dans l'insécurité. Donc nous demandons à notre police de créer cette confiance
auprès de la population dans leurs prestations. C'est question de responsabilité. C'est vrai que ce dossier est encore dans les mains de la justice, mais c'était un policier commis près du ministre de l'Intérieur. C'était son véhicule qui était là-bas et tout ça. Est-ce que c'est pas aussi... est-ce que Dolly Makambo n'a pas sa part de responsabilité dans cette situation? Parce que lui dit qu'on l'a envoyé pour aller voir ce qui se passe. C'est une parcelle, on s'est disputé une parcelle, vous connaissez le dossier, oui. Mais c'est un policier commis dans la suite du ministre de l'Intérieur. Est-ce que sa part de responsabilité est où dans cette histoire? Parce que lui, il a dit qu'en tout cas, il ne savait pas où il était, il ne savait pas où se trouvait le policier. Donc, où se trouve la part de responsabilité? Parce que beaucoup font le parallélisme avec Jean-Pierre Bemba. Les gens disent que Jean-Pierre Bemba a été condamné, mais il n'était pas allé en Centrafrique. C'était ses troupes qui étaient en Centrafrique, mais lui a été condamné. Oui. Alors, c'est presque la même chose. C'est un policier commis à sa suite, donc il est responsable de ce policier. Oui, c'est-à-dire que les policiers qui sont commis sont des types de VIP. Ces policiers doivent avoir une formation. Une formation parce que cette police ne peut pas agir en disant parce que mon chef est là que je puisse avoir que je puisse être bien apprécié. Non, c'est-à-dire que à un certain moment, nous demandons à notre police d'avoir la maîtrise en tout et pour tout. Parce que aller dans la célérité, dans l'action, des fois ça fait des gaffes. Des fois, ça fait... Quand on dit, par exemple, ce n'était pas prémédité, c'est un accident. C'est un accident, c'est ce qui veut dire, à un certain moment, on n'a pas su se contenir pendant ces faits. Parce que le problème qui est là, quand un fait arrive, des fois, on perd la maîtrise. Mais quand on a la maîtrise, on se comporte en responsable. Oui. Voilà, nous allons aller chez vous à l'Assemblée nationale. L'image de cette semaine, ça circulait dans les réseaux sociaux. On a dit, bon, ça se fait ailleurs, les bagarres entre députés, ça se fait ailleurs, la RDC n'est pas une exception. En tout cas, ça chauffait cette semaine à l'Assemblée nationale. Nous allons suivre ces images, les dépôts de budget. Enfin, le budget a été déposé à l'Assemblée nationale. Plus de détails, Guy Lukoki. Il s'est agi d'une cérémonie sobre. D'abord, un bref échange entre l'équipe gouvernementale et le bureau de l'Assemblée nationale. Au centre des discussions, probablement, des questions liées à la loi des finances exercice 2020. Avant de procéder à la remise du budget, le projet de loi des finances reprend toutes les préoccupations exprimées dans le programme du gouvernement, a rassuré le Premier ministre. Je suis venu déposer auprès du bureau de l'Assemblée nationale le projet de budget pour l'exercice 2020. Les innovations ou tout ce que vous voulez, je le dirai quand je ferai mon exposé devant l'Assemblée. C'est un budget qui reprend toutes les préoccupations qui ont été exprimées dans le programme du gouvernement que j'ai présenté, qui a été validé par l'Assemblée nationale. Toutes les préoccupations se retrouvent dans le budget. Pas question pour Sylvestre Ilunga de faire autre révélation s'agissant du contenu de ces documents. Il ne faut pas être pressé, je reviendrai ici pour pouvoir expliquer en détail le contenu du budget. La primauté, c'est l'Assemblée nationale. Patientez. L'opinion devra garder patience en attendant la convocation de la plénière censée examiner le projet de loi des finances exercice 2020.
J'ai avec moi un témoin oculaire, Madame Kainda. Que s'est-il passé avec cette scène? Il y avait quoi à l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, Paulette. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, notre groupe parlementaire, AFDC-A, incrimine les bureaux de l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, dans notre règlement intérieur, à l'article 34, c'est stipulé que la présidente de l'Assemblée, au point 5, la présidente de l'Assemblée nationale, doit faire observer le règlement ainsi que toutes les dispositions constitutionnelles. C'est ce qu'elle fait, Madame Mabunda, c'est une femme intègre, juste, c'est ce qu'elle applique, non? Non, elle ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que si elle devait appliquer le règlement intérieur, on n'en serait pas là-haut. Les événements se sont... Qu'est-ce qui a fauté, Madame Kainda? Vous savez que de notre règlement intérieur, article 54-55, stipule que les groupes parlementaires sont constitués au début de notre législature. Moi, personnellement, je suis sidérée de voir comment Madame Mabunda est en train de violer intentionnellement notre règlement intérieur. Ce sont des procès d'intention, ça? Non. Je suis une femme responsable. Je suis en train de parler avec notre règlement intérieur. Vous savez que parmi le règlement intérieur, parce que vous voulez, parmi les... Vous vous sentez mise de côté, l'AFDC est mise de côté, c'est par rapport à ces dédoublements de Parmi de d'abord le groupe parlementaire, chaque groupe parlementaire doit disposer d'au moins 25 députés. Exactement. Mais je vous dis, les gens se sont demandé, mais pourquoi nous, on ne voulait pas que notre problème soit examiné dans la commission, soit ad hoc, ou une commission spéciale, ou bien à la commission PAJ. Il y a 3 groupes parlementaires qui n'ont pas atteint le nombre de 25 députés que Madame Mabunda a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour faire valider la chose. Ce n'était même pas traité en plénière. Elle l'a fait de son pouvoir discrétionnaire et ces 3 groupes parlementaires siègent dans la conférence des présidents. C'est quel groupe? On peut connaître? C'est parce que nous allons saisir la Cour constitutionnelle. Okay. Nous allons déterminer ces groupes. Donc, vous avez atteint les 25 députés. Nous sommes à 41. Mais on ne vous a pas classé comme groupe parlementaire. Nous sommes un groupe qui était constitué dès le début de la législature. Le problème s'est posé est que quand il y a eu la nouvelle composition du bureau du groupe parlementaire, ceux qui étaient là se sont écartés de la ligne politique de notre regroupement et les députés avaient initié une motion de déchéance. Après cette motion, il y avait eu des élections. On a jeté les dévolus sur ma modeste personne. Pour être président du groupe? Pour être président du groupe parlementaire. AFDC? AFDC-A. Ok. Et maintenant, on a écrit au bureau. Donc le bureau devait juste acter. Mais le bureau, avec Madame Mabunda, elle a préféré travailler avec les frondeurs. Donc l'équipe de Steve Bika et autres? Oui, exactement. Les frondeurs. Okay. Les frondeurs qui, vous savez que même dans notre règlement intérieur, nous disons tout député qui quitte où il a été élu sur la liste du parti politique doit censé quitter. Maintenant, ils sont en train de jouer au mauvais jeu en disant... Est-ce que le groupe est reconnu par le ministère de l'Intérieur? Quel est le groupe qui est reconnu? Merci Paulette. Vous savez que j'ai le journal officiel. Je peux. Le journal officiel est du 7 juillet 2018. Okay. Regardez les groupes parlementaires AFDC-A. Quand, à son temps, notre autorité morale, le professeur sénateur Bahati Lukwebo, était au gouvernement, il y avait une incompatibilité.
Et c'est Madame Marie-Jacqueline Rom-Kazang qui représentait l'autorité morale. Nous avons 31 partis politiques. Et parmi ces 31 partis politiques, il y a 3 qui sont partis. Parti travailliste n'est plus là. Oui, et l'autre ici c'est UCCDN, 3 partis et personnalités. Ce qui veut dire les regroupements, parce qu'il ne faudrait pas que les gens confondent regroupement et groupe parlementaire. Les regroupements à l'organe de décision que nous appelons la conférence des présidents, qui siège le président des partis politiques et personnalités politiques. Et vous savez que le président du regroupement doit d'abord être président du parti politique AFDC. Parce que celui-là, il était investi par le congrès de l'AFDC et investi par la conférence des présidents. Et on ne peut pas accepter qu'une personne s'autoproclame. Et nous sommes, Paulette, dans l'état de droit. Dans l'état de droit, c'est-à-dire que nous devons d'abord respecter les lois qui nous régissent. Le journal officiel parle de l'AFDC. Ah, il n'y a pas AFDC bar FCC. Ça n'existe pas. Hein. Non, ça n'existe pas. Tout juste après la défection. Vous savez que, oui, vous savez que même FCC, c'est une plateforme électorale qui avait comme objectif de faire élire le président de la République. Vous êtes journaliste par devoir de mémoire. Même les candidats FCC, ils s'étaient présentés comme indépendants. Parce que les FCC n'avaient pas la personnalité juridique. Reconnue à ce moment-là. Reconnue à ce moment-là. C'est comme la Mouka. La Mouka n'a pas de personnalité juridique. C'est comme Cash. C'était des plateformes électorales. Maintenant, c'est les regroupements qui détiennent le pouvoir. Ce qui veut dire un groupe parlementaire ne peut pas travailler en parallélisme avec les regroupements. Et parce que ils ont été débauchés, maintenant, ils prétendent autorité morale, président national de l'AFDC. Nous disons non. C'est ça qui a été à l'origine de cette bagarre. Parce que quand le problème s'est posé, nous avons vu le bureau de l'Assemblée nationale écrit. Vous pouvez imaginer que dans l'administration, Madame Janine Mabunda, on lui avait adressé la correspondance. On lui a adressé des correspondances depuis le 12 juillet jusqu'au moment où je vous parle. Elle n'a jamais répondu, même par un accusé de réception. Et pourquoi elle fait ça? Elle est pour l'autre camp? Elle est pour l'autre camp. Elle est pour l'autre camp de FCC parce que c'est elle-même qui encourage. Et vous avez vu même ces jours-là. Vous avez vu même ces jours-là. Nous avions posé d'abord les problèmes de notre groupe parlementaire et les problèmes des commissions. Vous savez que les commissions, telles que on a institué les commissions, c'est en violation. Encore. En violation de l'article 53 de notre Constitution. Vous ne vivez que de violation en violation. Oui, parce que les membres des bureaux de commissions et sous-commissions sont élus par ordre de préséance au scrutin uninominal et secret. Pas à main levée, tout ça. Ce qu'elle a fait, c'est en violation de notre règlement intérieur à l'article 53. Donc vous avez voté si nous respectons, on doit remettre en cause pour qu'on reprenne la procédure. Pour les élections des présidents de commission ou donc tous les membres. Tous les bureaux de commission. Oui. C'est-à-dire que l'article 53, c'est au scrutin uninominal et secret. On n'a pas dit à main levée. Tel que ça s'est passé, c'est en flagrance de la procédure de notre règlement intérieur. Vous savez que, par exemple, pour ce qui concerne le groupe parlementaire tel qu'on l'a fait, même pour la motion à l'article 78, et une motion incidentielle à au moins 10 minutes, on ne peut pas interrompre l'auteur. Madame a interrompu, Madame Janine Mabunda. D'abord, elle a refusé de nous accorder la motion. C'était une motion incidentielle. Ça se passe au début ou au cours. Elle nous dit que non, vous allez intervenir à la fin. Violation de l'article 78 de notre règlement intérieur. Et quand les motionnaires devaient passer, il dit vous avez 2 minutes. Les règlements intérieurs parlent de au moins 10 minutes.
Et on dit quand il y a une motion incidentielle, il y a 2 pour, 2 contre. On alterne. Et vous avez vu, elle, comme elle est du penchant FCC. AFDC, FCC. Non, vous savez que ces gens-là, c'est AFDCA qui est reconnu. Parce que nous sommes dans un état de droit. FCC, là, c'est vraiment du mensonge que les gens sont en train de venir. C'est-à-dire, c'est même manquer du respect à l'institution Assemblée nationale. Et quand le motionnaire a lu la motion, il y a eu un contre. Pour qu'elle m'accorde la parole, j'ai insisté pour que j'intervienne. Et quand j'ai terminé, elle a accordé la parole à un autre député contre. Pour que deuxième pour intervienne, elle dit non, c'est tout. Même la plénière a dit ce n'est pas. Donc, elle va de violation en violation de notre règlement intérieur. En tout cas, personnellement, je suis très sidérée et je ne sais pas où est-ce que nous sommes en train d'aller avec cette Assemblée nationale. Parce que la constitution de commission, elle a violé. Groupe parlementaire, aujourd'hui, comment se fait-il? C'est là que nous nous sommes dit, elle doit être au milieu du village, Madame Mabunda. Parce que pour les 3 groupes, elle-même sait consensueusement, elle le sait, que ces 3 groupes n'ont pas eu le nombre de 25. 3 ou 2 groupes n'ont pas eu le nombre de 25 députés requis. Ces groupes parlementaires siègent à la conférence des présidents. Donc vous allez, amener l'affaire à la Cour constitutionnelle, c'est ça? Nous allons amener l'affaire à la Cour constitutionnelle parce que notre règlement intérieur a été déclaré conforme par la Cour constitutionnelle. Et maintenant, nous nous sommes dit, parce que nous sommes des légalistes. Nous sommes des légalistes AFDCA avec l'autorité morale, le professeur sénateur Bahati Lukwebo Modeste, parce que les autres n'ont pas encore posé un acte qui témoigne qu'ils sont partis du regroupement AFDCA, ils n'ont pas encore démissionné. Nous prenons que nous sommes à 41. Mais vous pouvez imaginer que Mme Mabunda a refusé au regroupement AFDCA que nous puissions présider même une commission. La FDC ne préside aucune commission dans cette Assemblée nationale. Aucune commission. C'est pas possible. Avec 41 députés. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait ou quoi? C'est une forme de punition ou quoi? Mais parce qu'elle est en train de violer le règlement intérieur. Elle est en train d'outrepasser. Elle pense qu'elle a tous les pouvoirs. Maintenant, AFDCA, la commission ECOFIN, rapporteur adjoint, infrastructure, rapporteur, d'autres commissions, rapporteur adjoint. Pour vous, c'est ce qu'on vous donne? Pour nous. Vous voyez que pour vous, vous avez l'impression qu'on vous donne les menus fréquents. Aucune considération. C'est-à-dire, Mme Mabunda pense que les autres, c'est leur droit, nous, c'est une faveur. Alors, nous disons finalement, nous sommes où? Est-ce que nous sommes sur la planète Terre ou bien la planète Mars? Nous demandons à Mme Mabunda de pouvoir nous réhabiliter dans nos droits. Raison pour laquelle, parce qu'elle a refusé de nous accorder la parole, on devrait se défendre comme ça se passe sous d'autres cieux. Et dans la commission politique, administrative et juridique, si elle s'est dit que parce qu'elle a le pouvoir, et que cette commission puisse consacrer les dédoublements, parce que c'est Mme Mabunda qui consacre les dédoublements de l'AFDCA. Ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Vous savez que pour nous, on avait vu même le président Olenganko du CNSA reconnaît AFDCA du professeur Bahati Lukwebo. Nous sommes allés au ministère de l'Intérieur. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur reconnaît le professeur Bahati Lukwebo comme autorité morale. Nous sommes allés au secrétariat général de l'Intérieur en charge avec le parti politique. On reconnaît. Maintenant, demandez-moi, Mme Mabunda, d'où, même, vous ne voyez même pas même quand on dit que notre dossier doit être à la PAJ. Donc, c'est non-sens. Parce que pour les 2 ou 3 groupes parlementaires... Doit être traité à la commission PAJ, c'est ça? C'est ce qu'elle a fait. Donc, ça s'appelle manœuvre dilatoire. C'est-à-dire qu'elle amène ça à la PAJ pour jouer sur le temps.
de façon qu'on clôture cette session. Et par après, ça sera le vacances parlementaires. D'ici là, hein. Et oui, d'ici là. Et quand nous allons rentrer en mars, ce n'est pas une priorité. Et entre-temps, elle est avec sa bande de frondeurs, de dissidents, sont en train de procéder au dédoublement de notre... Et là, nous disons N-O-N. Madame Kaina, parce que vraiment, si elle le fait, nous allons nous assumer en plénière. Et vous savez que Madame Abunda devait se gêner. À la reprise de la plénière, elle ose nous lire les règlements intérieurs sur les mesures disciplinaires. Alors, mais quand on lisait ça, moi je la regardais, j'ai dit, mais elle est en amont et en aval. Elle ne fait que violer le règlement intérieur. Je viens de vous démontrer cela. C'est-à-dire que ça soit même pour accorder la parole, pour motion d'ordre, motion incidentielle, tout ça. C'est violation. Constitution de commission, règlement intérieur. Alors, ça quand même, ça nous indigne. Ça nous indigne. Madame Kainda, ça fait vraiment plusieurs années que vous êtes à l'Assemblée nationale. Vous êtes là depuis 16 ans. 19 ans. 19 ans. Merci d'ailleurs de la précision. Donc, depuis Mzé, vous êtes député national. Un petit parallèle. Vous avez l'impression que l'Assemblée nationale perd de sa qualité ou quoi? Parce que vraiment, avec tout ce qu'on a l'impression de voir, on a l'impression que après chaque élection, l'Assemblée nationale perd un peu de sa qualité. 4 mandatures que j'ai passées, 2 fois cooptées, ça c'est comme 3e mandature comme élu. Je dois avouer, être sincère, que nous venons de décoller de cette législature dans des zones de turbulence. Dans des zones de turbulence, nous ne savons pas où nous sommes en train. Je ne me plains pas, mais j'ai peur. Pour la suite. Hein. Pour la suite. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs forces politiques. Ces forces politiques sont garanties par la neutralité de la présidente de la... Et vous avez l'impression que la présidente n'est pas neutre non, du tout? Elle n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre. Et d'ailleurs, j'ai appris même que, même de commission là, les présidents des groupes parlementaires ont amené d'autres noms. Et pendant les élections, elle il a cassé le consensus. Donc, il n'y a pas de confiance. Vraiment, toute dernière question, on a vu le Premier ministre déposer la loi budgétaire par rapport au budget, parce que c'est vraiment une session budgétaire qui arrive vraiment avec quelques mois de retard. La reddition des comptes, vous l'avez déjà fait pour l'année passée? Pas du tout? Non, nous devons commencer par la reddition des comptes parce que pour passer à l'autre budget, nous devons quand même voir comment ce budget a été exécuté et dégager le point faible, le point fort, pour voir maintenant dans ces budgets ici comment nous allons intervenir. Vous avez déjà lu un tout petit peu ce qu'il a déposé? Le budget on a déposé, mais nous n'avons pas encore distribué cela pour que je puisse voir même comment commenter à cela. Nous allons passer à autre chose, mesdames et messieurs. Nous allons parler du président de la République. Il était en Ouganda cette semaine et nous allons parler du bras de fer entre Cash et FCC. Vous le savez, les images d'ailleurs de ce week-end a été assez mouvementée entre les membres de cette coalition. Les effigies de 2 présidents ont été saccagées par les partisans des uns et des autres. En tout cas, le gouverneur Mouyej a demandé la paix, le calme, parce qu'il a dit on ne sait jamais où ça va nous mener, ces tensions, ces guerres. Il ne veut pas, en tout cas, reprendre ce qu'il a entrepris en 1990. Je me rappelle, si je me trompe pas, en tout cas, la tension n'est pas du tout bon. On doit arrêter et que les chefs des partis politiques essayent d'éduquer entre parenthèses leurs militants, parce que là c'est vraiment quelque chose qui ne s'annonce pas très très bien. La République démocratique du Congo et l'Ouganda restent déterminés à entretenir un partenariat privilégié au profit de leur population. Après une première visite en mars de cette année et d'autres rencontres sous-régionales, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi à Entebbe pour une visite d'État de 2 jours. L'accueil du chef de l'État congolais au State House a été marqué par une parade d'honneur ponctuée de 21 coups de canot, comme il en est de coutume pour des hôtes de marque.
venu lui-même accueillir son homologue opérant du palais présidentiel, Yoweri Kaguta Museveni est resté en tête-à-tête avec Félix Antoine Tshisekedi pour un échange de plus d'1 heure, élargi par la suite aux délégations ministérielles. Dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle, les deux chefs d'État ont abordé un large éventail de questions bilatérales, régionales et internationales. En ce qui concerne justement les questions bilatérales, la paix et le développement restent les domaines prioritaires de la coopération. Pour rester pragmatiques, les deux chefs d'État ont décidé la construction dans les 2 ans des routes modernes en République démocratique du Congo en vue de faciliter les commerces transfrontaliers. Ils ont souligné l'importance de développer les infrastructures transfrontalières qui sont essentielles pour faciliter les échanges commerciaux entre les 2 pays. Ils ont identifié et convenu d'entreprendre le développement conjoint des réseaux clés suivant dans les 24 mois la route Mpondwe-Beni, 977 km, la route Goli-Bunia, 181 km. La visite d'État du chef de l'État congolais a été précédée d'un forum économique et a regroupé des opérateurs ougandais et ceux de l'Ituri et du Nord Kivu, sous la conduite de leurs gouverneurs respectifs. Nous, 4 coordonnateurs de district de la ville de Kinshasa. Nous, femmes de la ville de Kinshasa. Ils ont été les gens à répondre coup sur coup aux propos humiliants dans les réseaux sociaux sur la personne de l'actuel ministre délégué à la Défense nationale. Ces groupes identifiés au béret rouge PPRD s'est illustré par des invectives et autres antivaleurs à l'endroit de Sylvain Mutombo au motif imaginaire. Dans le conseil des ministres, ministre Moko Oyazali, ministre délégué à la Défense, Azwaki Maloba, dans le conseil des ministres, na ebisi bilo ke bato a IDPS na bokola makoma male afingi mokondia moka afingi raïska kalale. Ceci n'est plus ni moins l'œuvre des nostalgiques du régime de la cacophonie et de l'impunité ont confié à la presse ces nombreux sympathisants du ministre en charge des anciens combattants. Nous demandons aux nostalgiques, aux rêveurs qui pensent encore que nous sommes à l'époque de la cacophonie, de culte de personnalité et de l'impunité qu'ils cessent définitivement le propos injurieux et déstabilisant tel que ce que nous venons de vivre à travers la vidéo d'un groupe soi-disant béret rouge. Nous soutenons sans limite notre Excellence, Monsieur Sylvain Mutombo Kambinga, l'homme du moment, ministre délégué auprès des ministres de la Défense nationale et des anciens combattants, chargé des anciens combattants. En vue de se mettre à l'abri des autres antivaleurs, la base du RDT a recommandé à ceux qui assistent au Conseil des ministres le secret des délibérations tel qu'est consigné dans la Constitution. Madame Princesse Adèle Kainda, les voyages du chef de l'État pour vous ont des retombées positives pour le pays? Oui, quand j'ai suivi ça, nous saluons cela parce que nous nous disons aussi on ne peut pas vivre en vase clos. Nous devons aussi battre notre diplomatie en Afrique et ailleurs. Et quand j'ai suivi qu'on doit construire des routes, je me dis c'est bien, mais on oublie toujours le monde rural. Vous savez qu'aujourd'hui, les routes des desserts agricoles n'existent même pas. Même chez vous à Sandoa tu sais que chez moi à Sandoa, à Kafankumba particulièrement, c'est un grenier où on a les riz, on a les arachides, on a le maïs. On ne peut même pas parler de Kinshasa là, donc il faut parler de Kolwezi et Lubumbashi. C'est-à-dire d'abord les routes des desserts agricoles qui n'existaient pas, les routes nationales impraticables. Il fallait voir il y a une année, pendant les élections. Donc même pour nous, dans les lois là-bas, quand on parle de la décentralisation, on se moque de la population. On se moque de la population. La population ne trouve même pas pour quelle opportunité on a même
On a même des gouvernements provinciaux. Parce que chez nous, Kolwezi, vous voyez, ce que vous voyez à Kolwezi, avec les images, c'est vraiment le spectacle. À l'intérieur, c'est pas ça. À l'intérieur, la population souffre. La population n'a pas de route, pour ne pas parler des écoles, et même pour cette gratuité de l'enseignement. Si réellement, ça doit être une réalité pour nous, ça sera vraiment une bouée de sauvetage pour cette population, où j'ai toujours dit ceci, et que cette population est l'amour du travail. Mais elle est découragée par le gouvernement provincial et notre État, d'autant plus que elle cultive, mais ne sait pas évacuer les produits agricoles. Les mauvaises langues parlent de dépassement de budget, de dépassement à la présidence de la République. Hein. Chaque semaine, on nous dit qu'il y a un dépassement de tel pourcent, dépassement de tel pourcent, que les voyages du président de la République, ça prend trop d'argent. Disons-le comme ça. Pour vous, c'est tout à fait normal parce que cette diplomatie est payante. Malgré les problèmes qu'on a à l'intérieur, mais ces dépassements, on doit faire avec parce que c'est tout à fait payant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas restreindre aussi le déplacement du chef de l'État, que ce soit la compétence, la mission du chef de l'État. Mais quand les gens disent qu'il y a dépassement, oui, moi en tant que député, je ne peux pas... Autorité budgétaire d'ailleurs. Autorité budgétaire, je ne peux pas commenter sur les allégations. C'est quelque chose... Quand la Banque du Congo le dit, par exemple, c'est-à-dire chez nous... Non, la banque peut le dire. Mais nous, quand nous allons effectivement nous plancher sur la reddition des comptes, à ce moment-là, je les chiffre, je les documents, je pourrais maintenant intervenir en toute ma conscience. Le bras de fer KHFCC ces derniers temps, en tout cas, il y a de l'eau dans le moulin, il y a de l'eau dans le verre de cette coalition, de ce mariage aujourd'hui. Pour vous, est-ce que c'est un mariage d'abord contre nature, FCC Cash? Bon, nous disons qu'il y a eu une réalité, qu'il y a eu un chef de l'État qui est passé, mais qui n'avait pas la majorité au Parlement. Et pour l'intérêt de notre nation, on a préféré tisser cette coalition. Mais la base est contre. Vous voyez comment la base réagit. Hein. D'ailleurs, chez vous, là-bas, ça bardait ce week-end. Oui, c'est-à-dire que, que cette base a été informée dans les termes qu'il fallait de cette coalition. Parce que les intellectuels peuvent comprendre. Mais la base est aussi en train de suivre. Est-ce qu'elle était informée? Elle avait une bonne information? Parce que des fois, la base est dans le nuage, dans les zones d'ombre. La base ne comprend pas. Et nous, notre souhait est que les responsables puissent s'être ensemble. Comme l'a dit le gouverneur Mouyej, d'éduquer leur base. Parce que déchirer les effigies des deux présidents, ça rime à quoi en fait? Vous sortez, vous voyez l'effigie du président honoraire Kabila, vous le déchirez, et coup sur coup, les gens de l'UDPS aussi voient. Ça va mener à quoi tout ça? C'est pour cela que, Paulette, je t'ai parlé de la justice. La justice, si tout le monde doit avoir confiance dans la justice, il ne peut pas y avoir de ces actes. Mais quand la justice doit être que chaque personne se sent vexée, ça pose problème. Moi, je l'ai dit au début de cette émission, je dis c'est la justice qui est le gage du développement. On peut parler de la paix, oui. La paix sans la justice, c'est bâtir sur le sable. Nous devons bâtir sur le roc. Et ça, c'est la justice, parce que dans la justice, il y a la vérité. Dans la justice, il y a le respect des lois. Proverbe 14:34 parle, la justice élève une nation et le péché le couvre de la honte. C'est-à-dire, si nous arrivons à violer les règlements intérieurs, les lois des républiques, c'est ça les retombées négatives. Et l'amour du prochain, c'est de respecter aussi les droits de l'autre. Madame, vous êtes parlementaire. Beaucoup de gens disent que le président de la République a beaucoup de pesanteur parce qu'il n'a pas cette majorité à l'Assemblée nationale, c'est vrai. Est-ce que pour vous, la dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce une solution pour qu'on puisse avoir des élections anticipées d'ici là, pour que enfin le président de la République puisse avoir sa majorité et qu'il puisse mettre en pratique sa politique?
Est-ce que pour vous, c'est une piste de solution? Bon, dans le cas de la séparation, je ne peux pas répondre à la place du président de la République. Non, mais vous, en tant que tel, oui, en tant qu'élite de mon pays, vous trouvez que le président a des pesanteurs qui ne parviennent pas à faire passer sa propre... Parce que les gens disent, moi je ne mâche pas les mots, c'est Congo Web Télévision, nous avons cette liberté-là, que le président de la République est en train de dédoubler certaines institutions, certains organismes, parce qu'il ne parvient pas à faire passer son programme. Il crée des institutions doubles tout autour, parce qu'il sait que, par exemple, ça ne passera pas à l'Assemblée nationale, ça ne passera pas là-bas, ça ne passera pas là-bas. Et ça sera des organisations budgétivores. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une raison pour que cette Assemblée nationale puisse être dissoute et qu'à la fin, le président puisse avoir sa majorité? Peut-être que le peuple n'avait pas compris qu'il faut une majorité à l'Assemblée nationale pour permettre au chef de l'État de travailler. Peut-être avec la dissolution, le peuple va voter cette fois-ci les gens proposés par le chef de l'État ou l'UDPS ou, je ne sais pas moi, Cash. Bon, en fait, ici chez nous, peut-être que les gens n'ont pas cette culture des élections anticipées. Mais si telle est la volonté du chef, et s'il le fait dans le respect de la loi, il aura qu'à s'assumer. Mais vous savez que avant même qu'on arrive à ça, le chef de l'État doit passer d'abord à l'allègement. C'est-à-dire que nous sommes en train de... Il y a lourdeur de structure, effectivement. On commence d'abord par notre gouvernement. Une 60aine de ministres. C'est trop. C'est trop. C'est trop parce qu'à un certain moment, il y aura chevauchement. C'est ce qui se passe dans des attributions. On entend et quand il y a chevauchement, c'est-à-dire on perd le temps. Parce qu'on va s'investir, qui a raison, qui doit travailler dans tel champ d'action, qui doit faire ça, comme par exemple ce qui s'était passé à l'EPSP, technique, tout ça. On doit d'abord procéder à l'allègement. Et maintenant, nous, à l'Assemblée nationale, nous devons aussi voir dans quelle mesure que nous devons accompagner ces gouvernements pour que ces gouvernements arrivent à matérialiser les aspirations du peuple congolais, parce que le peuple ne peut pas seulement se nourrir de l'espoir. Le peuple a besoin maintenant du concret, de voir le budget exécuté, tout cela. Donc, c'est ça, moi, donc, première piste de solution, d'abord, c'est de l'allègement des différentes structures. Nous allons parler de Bosco Ntaganda. Comme vous le savez, le verdict est enfin tombé. Bosco Ntaganda a été condamné à plus ou moins 30 ans de prison à la Cour pénale internationale. Et nous allons avoir aussi la réaction du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, sur Bosco Ntaganda. La Cour pénale internationale a tranché sur l'affaire Bosco Ntaganda. L'ex-chef des guerres congolais a été condamné à 30 années de prison ferme. Le temps passé en détention à la CPI allant du 22 mars 2013 au 7 novembre 2019 sera déduit de la peine, a fait savoir Patrick Chibouyi, chargé de sensibilisation du bureau de la Cour pénale internationale à RDC, au cours d'une conférence de presse. La Chambre de première instance 6 de la Cour pénale internationale, à l'unanimité, a condamné Bosco Ntaganda à une peine totale de 30 ans d'emprisonnement. Le temps passé en détention à la CPI, soit du 22 mars 2013 au 7 novembre 2019, sera déduit de la peine. Patrick Chibouyi a affirmé que la Chambre a tout d'abord examiné la gravité de crimes respectifs et le degré causé par chaque crime avant de rendre ce verdict. La Chambre a examiné la gravité des crimes respectifs et le degré de préjudice causé par chaque crime, ainsi que la culpabilité de M. Ntaganda, à savoir son degré d'intention et son degré de participation. Ce dernier souligne que Bosco Ntaganda a droit d'interjeter appel. Les juges ont rendu leur décision par rapport à la peine. La défense, c'est-à-dire M. Bosco Ntaganda, assisté de ses avocats, ainsi que le bureau du procureur, peuvent, s'ils le veulent, interjeter appel de cette décision, et cela dans un délai de 30 jours. Signalant par ailleurs que le coupable n'a pas été condamné pour amende, encore moins pour confiscation des biens, en plus de l'emprisonnement. La défense et les procureurs peuvent également faire appel de cette peine dans un délai de 30 jours. Quant aux réparations pour les victimes, elles seront traitées en temps voulu.
Enfin, Bosco Tanganda est jugé pour ses crimes commis en Ituri. Le docteur Denis Mukwege appelle les bureaux du procureur de la Cour pénale internationale à poursuivre ses enquêtes dans les Kivu pour contribuer à la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs, a indiqué le prix Nobel congolais de la paix sur son compte Twitter. Bosco Tanganda avait été déclaré coupable des 18 chefs d'accusation, dont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il s'agit des attaques contre des civils, de meurtres, de viols, des persécutions, d'esclavage sexuel, ensuite l'enrôlement et conscription d'enfants de moins de 15 ans pour l'utilisation à des hostilités. Ici est de noter que ces procès étaient ouverts le 2 septembre 2015. 123 victimes représentées par les représentants légaux du bureau du Conseil public ont participé au procès sur l'autorisation de la Chambre. Denis Mukwege souligne que les conclusions orales des témoins ont été entendues par les juges de la Cour du 28 au 30 août 2018. Rappelons que Bosco Tanganda est originaire du Rwanda, devenu général des FRDC. Après la débâcle du mouvement rebelle M23, il s'est rendu à l'ambassade américaine à Kigali où il a demandé son transfert pour la CPI. Ce qui m'a fait tiquer, originaire du Rwanda, bon, je crois qu'il était congolais, avec cette histoire des tribus transfrontalières, on ne comprend plus rien. Madame, votre réaction à chaud par rapport à cette condamnation de Bosco Tanganda? Je compatis d'abord à mes consoeurs, mamans, femmes, qui étaient violées pour ces atrocités dans l'Est de la République. Je pense que cette condamnation doit être aussi un motif d'arrêt des différentes viols orchestrés à l'Est de la République. On en a ras-le-bol avec cela. On en a vraiment ras-le-bol et nous demandons vraiment à tous ceux qui viennent troubler l'ordre sur le territoire congolais de pouvoir arrêter cela. Nous avons besoin de développer notre pays. Et on ne peut pas développer un pays tant que cette femme violée n'est pas encore réhabilitée mentalement ni restaurée. Et c'est là que nous femmes, nous encourageons toujours tous les efforts déployés du docteur Mukwege, un homme qui répare la femme. Je pense que pour lui, on ne l'oubliera jamais en République démocratique du Congo. Le premier prix Nobel de la paix, oui, il est d'ailleurs surnommé le réparateur des femmes, parce qu'il abat un travail de titan pour essayer de réparer les femmes qui ont subi ces viols. Nous allons, en tout cas, courir derrière le temps. Nous allons aller parler de la proposition de Martin Fayulu, qui a fait couler beaucoup d'encre de salive ces derniers temps. Et nous allons voir la réaction de l'IDPS par rapport à ce dialogue. D'ailleurs, beaucoup me disent inbox, plus question de dialogue, c'est fini. Fayulu est en train de rêver, il s'est essoufflé assez vite, 9 mois d'opposition, il est déjà KO et tout ça, ça se fera jamais. Et moi je leur réponds, la politique est tellement dynamique en RDC, on ne sait jamais. S'il vous plaît. La proposition de Martin Fayulu sur les dialogues entre FCC Cash et la Mouka divise le Quinois. Pour ces messieurs, c'est une bonne idée que la Mouka puisse dialoguer avec le FCC Cash, car selon lui, c'est pour l'intérêt de la nation. Tout Congolais veut un progrès, tout Congolais veut un changement. Donc, faire sortir le pays à une crise qui longtemps a presque dérangé la vie de tous les Congolais en général. Au stade actuel, l'FCC et les Cash sont contraints de faire sortir le pays à cette crise. Au cas contraire, ils seront déclarés démissionnaires. Le message de Martin Fayulu, c'est un bon message et c'est un message très encourageant. Ce Quinois, par contre, s'oppose à cette proposition. Pour lui, le pays ne traverse aucune crise et n'a pas non plus besoin de Martin Fayulu. Je vois que nous ne sommes pas dans la crise. Tout le début a été toujours difficile. Maintenant, Fayulu, quand il y avait une main tendue, par le président de la République, venez on travaille. Il n'a pas voulu. Il dit que non, c'est Tabil qui vous a nommé. Maintenant, il cherche le dialogue. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Hein?
Dialogue contre qui? Pourquoi payer le dialogue? Le début a été toujours difficile. Petit à petit, ça va s'arranger ou on n'est pas dans la crise. Fayoulou a voulu être tel qu'il est, bon qu'il reste tel qu'il est. Dans sa déclaration le mardi 5 novembre en France, lors d'une conférence, Martin Fayoulou a proposé un dialogue entre la FCC Cash et la MOCA pour une transition des 18 mois pour faire sortir le pays de la crise qu'il traverse, selon lui. Il n'y a plus de dialogue à faire dans ce pays, on en a assez fait. C'est la réponse qu'a accordé le prof Paul Chilumbu à la proposition du dialogue de Martin Fayoulou, devant aboutir à la mise en place d'un conseil national chargé des réformes institutionnelles. Pour ces députés nationaux de l'UDPS, cela est une pure distraction. Je crois que c'est une distraction. Avec l'avènement du président Félix Tshisekedi au pouvoir, nous avons besoin de mettre les Congolais au travail. Ok? Cette question, je crois, le président a eu déjà à répondre. S'il a des propositions à faire pour un forum, il est député national jusqu'à aujourd'hui, il compte à toucher des émoluments, qu'il aille poser la question au niveau du bureau du Parlement, on va en débattre. Mais pour nous, il n'y a plus de dialogue à faire dans ce pays, on en a suffisamment fait. Maintenant, il faut travailler. Il y a plusieurs défis à relever, dont la gratuité de l'enseignement, il y a la question de la sécurité, il y a la question des salaires des enseignants, il y a beaucoup de problèmes et il faut que nous puissions nous concentrer pour résoudre ce problème qui est d'entrer encore dans une autre distraction de M. Fayoulou. Ici est de rappeler que le candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018, Martin Fayoulou, propose la mise en place de cette institution afin de résorber selon lui la crise qui sévit actuellement en RDC. Princesse Adèle Kainda, distraction de M. Martin Fayoulou? Non, moi je ne peux pas parler de la distraction parce que Martin Fayoulou aussi c'est un homme responsable. Je ne dis pas qu'il a raison, qu'il a tort, mais traitons ça froidement. Parce que je trouve que le chef de l'État c'est un homme ouvert. Et si les Congolais peuvent être ensemble pour dialoguer. Il ne faut pas seulement qu'on voit que quand on dialogue, à la fin, il y a seulement ces partages de responsabilités. Comme ça, est-ce que peut-être mais c'est quand même que, telle que la situation, telle qu'elle est tendue, si les responsables peuvent être autour d'une même table. Crise, madame? Et parce que les gens disent qu'il n'y a pas de crise. Donc... Bon, c'est-à-dire il ne faut pas avoir seulement dialogue quand il y a crise. Nous devons les dialogues, c'est-à-dire quand vous êtes dans le besoin, il ne faut pas justifier que non, on a besoin de dialogue parce que ça, non. On peut dialoguer même s'il n'y a pas de problème. Mais pourquoi les gens disent toujours qu'il y a crise? Lui aussi, c'est un acteur politique, un fils du pays. Il joue sa carte simplement? Il ne veut pas disparaître de la scène politique? Oui, c'est-à-dire que moi, je me dis seulement, prenons ça froidement. Parce que nous pouvons dire... On rejette, peut-être dans 6 mois, 2 ans, on peut être autour de la même table pour dialoguer. Avec tout ce qu'on a connu dans notre pays ici, je pense qu'on doit éviter d'avoir des positions tranchantes. Pour moi, je me dis, le chef de l'État, c'est un homme de dialogue aussi. C'est quelqu'un qui a mis longtemps dans l'opposition. L'opposition, sa force était de changer, de dialoguer. Je pense que quelqu'un avec qui ils étaient dans le rassemblement, s'il vient et qu'il dialogue... Mais eux, ils disent, à un moment, le président l'avait proposé, il avait tendu la main à Martin Fayoulou. Bon, si le président l'avait proposé... C'est M. Kabila qui... Aujourd'hui, maintenant, le président, il est le père de la nation. Il a des enfants tels, on peut lui demander quelque chose, il ne peut pas réagir... dans le temps, l'autre réfléchit, mais s'il l'avait dit et que l'autre trouve que c'est le moment, je pense qu'il n'y a pas inconvénient. Moi, c'est-à-dire que ce soit Fayoulou, que ce soit pour le dialogue et pour l'intérêt de notre pays, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Oui, oui. Nous allons atterrir, mesdames et messieurs, par la remise du prix Excellence, en tout cas donné à Monsieur Mouyembe, docteur Mouyembe, et nous allons parler de ce forum national pour la formation professionnelle. Voilà, donc, question technique, l'élément n'est pas prêt?
Donc voilà, mais nous allons quand même parler un peu du docteur Muyembe. Vous le connaissez, cet excellent docteur qui est en train de se battre contre l'Ebola. Alors pour vous, l'Ebola, Madame Princesse Adèle Kainda, est-ce que c'est pas quelque chose de politique? Est-ce qu'on n'a pas trop politisé cette histoire d'Ebola, question de vaccin qu'on a refusé, vaccin qui doit venir, tout ça? Ce n'est pas une bataille des industries pharmaceutiques en RDC? Non, non, on n'a pas politisé. C'est-à-dire que le gouvernement a agi en toute responsabilité et, suite aux conséquences fâcheuses que cause ce virus d'Ebola. Et le gouvernement devait se prendre en charge parce qu'on devait perdre de la population en vies humaines. Et vous avez vu que même le médecin, le biologiste que le chef de l'État avait nommé, qui s'est investi pour arriver. Madame, pour avoir plus ok, merci. Je vous en prie. C'est une première que la RDC s'apprête à vivre dans le domaine de la formation professionnelle. Le premier forum national de la formation professionnelle de la RDC du 5 au 7 décembre prochain. Placé sous le thème la formation professionnelle aux arts et métiers, employabilité et autonomisation des groupes vulnérables, solution au chômage de masse et à la pauvreté en République démocratique du Congo. Ces forums visent principalement la sensibilisation de toutes les couches de la société congolaise ainsi que les partenaires au développement sur l'importance, les défis et enjeux de la formation professionnelle aux arts et métiers en République démocratique du Congo, le partage des meilleures pratiques et l'échange sur les voies et moyens pour renforcer l'adéquation entre la formation professionnelle et le marché d'emploi. Ces assises s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui fait de la formation professionnelle l'un des chantiers majeurs de son quinquennat, mais également comme l'un des leviers de développement de la RDC. Avec cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la République démocratique du Congo aura des professionnels des métiers formés dans la triple adéquation, formation, emploi, revenu. Le lancement officiel des travaux préparatoires de ce premier forum national était également une occasion pour John Tumba, ministre de tutelle, de décliner les grands axes de son action à la tête de ce ministère, avec comme l'une des priorités le rapprochement de la formation professionnelle dans l'arrière-pays sur fond de la construction et équipement des centres de formation modernes en phase avec les atouts naturels des entités et contrées. C'est fait une soirée historique pour les organisateurs de décerner les Grands Prix Muyembe de l'excellence africaine à un digne fils du pays. Ceci en signe de reconnaissance de son travail dans la lutte contre les virus Ebola depuis plus de 40 ans. À en croire l'initiateur de ces projets, le pasteur Christian Ilunga, cette soirée a permis de présenter à la RDC et à la face du monde ce Grand Prix. Ce soir, nous présentons à la République démocratique du Congo, à l'Afrique et au monde entier, un nouveau Grand Prix. Une nouvelle grande et prestigieuse reconnaissance qui, au même titre que le prix Nobel, mais circonscrit à l'Afrique. Présent à cette cérémonie, le représentant du ministre de la Santé a salué cette initiative. Puis est venu le moment des projections des reportages réalisés sur la maladie à virus Ebola par différents médias locaux, mais aussi un bref parcours sur les mérites de Jean-Jacques Muyembe. Le temps fort de cette soirée est la remise du Grand Prix au professeur qui n'a pas ici manqué des mots. Je me lève simplement pour vous dire merci. Merci d'abord pour cette initiative qui donne de la valeur à notre pays, qui donne de la valeur à notre peuple.
Sachez que des fonds ont été récoltés au cours de cette cérémonie afin de soutenir la recherche, la formation de la relève et la lutte contre Ebola. Un site internet de financement participatif a été également lancé. Signalant par ailleurs que cet événement sera annuel pour honorer les fils et filles du pays qui vont se distinguer dans l'innovation, la création et l'excellence. Voilà, nous avons eu plus de détails. Madame Princesse Adèle Kainda, bonne initiative, ce prix de l'excellence pour honorer les dignes fils de ce pays. C'est ce qui nous manquait. C'est ça, nous sommes très fiers. C'est un grand biologiste qui est connu de partout, un homme très compétent, avec une passion, avec des convictions. Vous savez que avec ces virus d'Ebola, quand on apprenait quelqu'un qui venait de l'Est, les gens ont vécu dans une psychose et qu'il est allé là-bas vraiment tout en étant au front. Et avec les résultats aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que les dignes fils de ces pays travaillent pour l'intérêt général. Mais c'est qu'on a ouï dire que son vaccin n'est vraiment pas utilisé en République démocratique du Congo, puisqu'il a fabriqué un vaccin contre l'Ebola. Bon, je pense que c'est encore le début. Ce que moi je vais proposer et qu'il faut aussi qu'on puisse avoir un calendrier vaccinal où on doit commencer à programmer. Par exemple, ils doivent avoir l'expérience pour évaluer quand est-ce que ces virus apparaît, qu'on commence déjà à donner ces vaccins, même s'il n'y a pas de signes. Parce que si nous devons seulement attendre ces fléaux, oui, vous savez qu'à l'époque, avec les enfants, on suit un calendrier vaccinal, on est là. Même quand un enfant peut avoir la rougeole, tout ça, ça ne fait pas problème. Parce que si nous attendons seulement que c'est quand il y a ces fléaux que nous devons agir, c'est-à-dire on agit, c'est efficace, mais on investit aussi beaucoup de moyens. Qu'on aille dans la médecine préventive, parce que nous avons ça et c'est le début et ça sera efficace. Madame, voilà, nous sommes vraiment à la fin. Un mot pour qu'on puisse nous dire au revoir. Le temps qui nous a été imparti vient de s'écouler. Merci beaucoup, Paulette, pour cette émission. Nous disons que nous sommes des légalistes du regroupement AFDCA. Nous sommes reconnus dans toutes les lois qui régissent notre pays, la loi sur les partis politiques, chez CNSA, au ministère de l'Intérieur, et nous sommes dans les journaux officiels. Nous demandons que justice nous soit faite et nous ne pouvons pas accepter que la présidente, Mme Mabunda, puisse violer notre règlement intérieur pour consacrer les dédoublements. Nous sommes AFDCA. AFDCA bar FCC n'existe pas parce que FCC n'a même pas la personnalité juridique. Voilà, une question de curiosité. Je suis amoureuse de panne. Je voudrais bien savoir, vous êtes très bien habillée. Merci. J'adore le panne. Le nom de votre couturière? Merci, c'est Madame Rihanna qui m'a dit. Madame Rihanna, merci, en tout cas c'est très bien fait. Merci. Merci à vous, Madame, d'être passée vraiment à la barre. C'est une joie pour moi de recevoir une dame. La joie est toujours double quand je reçois une dame. Merci aussi à celle qui m'a habillée, Flore Chilemba. Merci en tout cas à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Congo Télévision, à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Voilà, j'ai répondu à vos préoccupations. Merci à Madame. J'espère que le temple de la démocratie et l'Assemblée nationale vous donnera peut-être raison ou pas, mais le plateau est ouvert et vous reviendrez pour nous dire un peu plus comment le dossier a évolué. On se retrouvera, mesdames et messieurs, le dimanche prochain avec le même plaisir. Inch'Allah.